Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Un bonsoir particulier à la communauté Nkul Fangbeti qui m'a fait l'honneur, n'est-ce pas, de présenter ce thème très important aujourd'hui, de nous entretenir sur un sujet qui est, ma foi, capital pour l'émancipation de la conscience collective africaine, à savoir l'analyse des causes du déclin de certaines grandes civilisations et empires africains et son rapport avec la difficulté d'un développement complet de l'Afrique actuelle, comme conséquence lointaine et immédiate du retard actuel de notre continent. Je me permets de faire une vidéo pour que le contenu soit également accessible sur mes plateformes, pour que les uns et les autres puissent aller revisiter et pour permettre également aux internautes, n'est-ce pas, de pouvoir retrouver cet échange-là, ce partage-là. Et ce serait également par la même occasion, un mémoire de cet échange-là que nous aurons eu. Alors, quelles sont les solutions envisagées en fonction des aspects du développement pour une émancipation complète et totale du continent africain? Pour cela, nous devons d'abord entrer dans le passé, nous devons d'abord analyser les causes pour déceler également les conséquences que ces causes-là ont eues et éventuellement trouver une solution. C'est la raison pour laquelle je suis là et dans quelques instants, je vais entrer dans le vif du sujet. À travers l'histoire, l'Afrique a, depuis plusieurs siècles, été touchée par le mal de l'invasion, par le mal de l'exfiltration de ses richesses. L'Afrique a longtemps souffert de l'impérialisme, du vol des sciences et des technologies. Bref, l'Afrique a souffert de la colonisation sous divers aspects. Et aujourd'hui, le néocolonialisme remplace cette forme de colonisation que nous avons connue dans le temps, qui place des marionnettes à la place de certains de nos États afin d'en tirer profit et de pérenniser l'héritage colonial. Alors notre thématique abordera dans un premier temps ce qui n'a pas marché. En suivant cette lancée de cette introduction, nous allons ressortir l'aspect premier des causes qui ont permis la chute de ces grands empires africains, de certains de ces grands empires africains. Nous allons prendre pour exemple certaines grandes civilisations qui ont été le phare de l'Afrique, qui ont été le miroir de l'Afrique. Ces civilisations qui ont porté l'héritage anthropologique, l'héritage scientifique, l'héritage culturel et l'héritage spirituel de l'Afrique. Ces civilisations qui ont inspiré le monde. Donc, nous allons donc parler, comme le thème nous l'oriente bien sûr, le thème nous oriente dans un premier plan, à parler des causes qui ont permis le déclin de certaines grandes civilisations. On va parler de quelques grandes civilisations dans le temps, n'est-ce pas, l'Afrique glorieuse, parce que c'est ça l'enjeu. Nous devons parler de l'Afrique glorieuse. Nous ne devons pas simplement nous morfondre sur le fait que l'Afrique aujourd'hui est connue comme étant cette Afrique faible, cette Afrique colonisée, mais il y a eu une Afrique bien avant cette Afrique-ci, une Afrique qui a été glorieuse, une Afrique qui a été forte. Alors, nous allons donc commencer sur le plan historico-anthropologique. Nous devons d'abord dire que l'Afrique a subi des invasions depuis au moins l'an 1638 avant Jésus-Christ, parce qu'il faudrait le dire. La plupart d'entre nous pensons que la colonisation, ce sont les histoires du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, mais non. La colonisation, ou du moins les invasions, les annexions, ont commencé bien avant. Bien avant. Ce qui fait donc qu'il y avait déjà une certaine fragilisation dans le temps de l'Afrique, des civilisations africaines. Et ce qui a dorénavant, ce qui a naturellement permis cette friction-là et cet affaiblissement de l'Afrique. Jusqu'aujourd'hui, on voit, n'est-ce pas, les héritages et les vestiges du néocolonialisme. Alors, sur le plan historico-anthropologique, je le disais que l'Afrique a subi des invasions depuis au moins l'an 1638 avant Jésus-Christ, dans la civilisation de Kemet ou la civilisation de Tameré. Cette civilisation-là, peut-être le nom vous est étrange, mais Kemet, c'était le nom de l'Afrique avant. C'était le nom que l'Afrique noire se donnait. Parce que Kemet vient de l'ancien égyptien
Kama, qui veut dire noir, donc la terre des noirs. Alors, Kemet, c'est donc cette civilisation égyptienne, cette civilisation-là qui est perçue aujourd'hui comme étant l'Égypte actuelle, c'est l'empire ou la civilisation nibo-égyptienne. Nous remarquons donc qu'à partir de cette époque-là, l'Afrique a commencé à subir des invasions, des petites attaques, des annexions, des exfiltrations de la part des autres peuples. Alors, cela précisément par les Hyksos. Déjà, Hyksos veut dire étranger. Les Hyksos sont un peuple sémite, sémite de l'ouest de l'Asie. Et ces derniers sont bien sûr les ancêtres des Hébreux. Les Hyksos sont les ancêtres des Hébreux. C'est un peuple nomade qui se nourrit de la chasse, sans repère, qui va, suite à des invasions, régner sur la basse Égypte, principalement dans le delta du Nil. Ils vont s'installer à Memphis et vont adopter le style de vie des Égyptiens. Ils auront même des pharaons intérimaires. Bref, les Hyksos vont adopter un style de vie propre aux Égyptiens. Ils vont essayer de copier le modèle politique et tout le reste. Je commence par là pour faire comprendre que, à partir de cette époque, déjà nous sommes là à 1638 avant Jésus-Christ. L'Afrique subissait déjà des invasions de la part des puissances étrangères. Pas des invasions pour dire bonjour, bonsoir, comment allez-vous, mais des invasions systématiques qui auront, n'est-ce pas, une coloration impérialiste. Ce sont des invasions qui vont par la suite se révéler impérialistes et, rassurez-vous, cette histoire va entraîner va faire l'objet d'une déformation progressive dans le temps, au point où aujourd'hui nous avons une connaissance assez déformée, une connaissance assez infâme, je dirais ainsi, de l'histoire des Hyksos en Afrique. D'abord, donc, je l'ai dit, les Hyksos, c'est l'ancêtre des Hébreux. Alors, pour continuer, on dira que les Hyksos sont donc arrivés en Afrique, n'est-ce pas? C'est la première invasion, si je peux principalement situer à partir de cette date, parce qu'on peut remonter plus loin, mais à partir de cette date. Alors, je présente d'abord cette image-ci, qui est bien sûr l'image de l'arrivée des Hyksos en Égypte. J'ai bien dit que ce sont des Sémites, et qui sont bien sûr les ancêtres des Hébreux qu'on a aujourd'hui. Vous voyez bien là leur couleur de peau, vous voyez l'accoutrement, vous voyez les animaux qu'ils ont, l'âne. Nous savons très bien que ces animaux-là sont majoritairement domestiqués dans ces espaces-là. Lorsque vous voyez même les films, vous voyez qu'il y a des ânes un peu partout, Jérusalem, l'Arabie Saoudite et tout. Bref, le problème donc va se poser à quel niveau? Le problème va se poser au niveau où l'arrivée des Sémites en Égypte, l'arrivée des Hyksos en Égypte, va entraîner une profonde déstabilisation sociale. Déjà, on a la démographie qui est incontrôlable et une profonde déstabilisation religieuse. Vous allez comprendre le lien que je vais faire entre cette déstabilisation religieuse et ce que je vais énoncer plus tard dans mon développement comme étant l'un des plus grands mensonges historiques de l'histoire de la civilisation, de l'histoire du peuple noir même, de l'histoire de l'humanité même. Parce qu'on ment les gens sur tous les points. Mais je vais évoluer et je vais vous présenter ces éléments-là. Alors, sur le plan religieux, on observe quoi? On observe l'adoration de la divinité Seth au niveau des Sémites. Les Sémites, là, aujourd'hui, qui sont à l'origine des religions sémitiques qu'on connaît, on connaît le judaïsme, on connaît le christianisme, on connaît l'islam. Ce sont leurs ancêtres qui étaient en Égypte, en Basse-Égypte, ont commencé à adorer Seth. Seth, c'est quoi? Seth, c'est la divinité du mal dans l'Égypte ancienne, qui est le contraire d'Horus. Seth, et c'est à travers la dérivation de ce mot qu'on va avoir Shaitan qui va devenir Satan. Donc Seth, en gros, c'est Satan. Et on a donc l'ancêtre des Hébreux, les Hyksos, qui commencent à vouer un culte à Satan, qui commencent à avoir une divination totale à Satan. Et cela va nous entraîner une déviation profonde et un travestissement de la spiritualité égyptienne. Alors, ils vont donc commencer à adorer le mal. Pour ne citer que cette dérive sur le plan religieux. Sur le plan social, on a des dérives telles que le vol, le pillage et les pratiques contre nature. Vous voyez donc là que l'Afrique, à ce moment, commence à être fissurée.
l'Afrique commence à être prise entre le joug des mauvaises pratiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'en Égypte, on pratiquait ci, on pratiquait ça. Mais ce sont ces peuples-là qui sont venus de l'étranger, qui sont arrivés par mesure de concurrence. Tout c'est pas parce qu'ils voulaient concurrencer le pouvoir qui était en place de l'autre côté, dans la ville de Thèbes. Ils ont donc voulu s'ériger des dieux. Ils ont voulu adorer des dieux. Et à travers cette explication-ci, on va comprendre plus tard pourquoi cette dérive-là va entraîner l'un des plus grands mensonges de l'histoire que j'expliquais plus haut. Donc, déjà sur le plan historico-anthropologique, on se rend compte que à ce moment-là, l'Égypte commence déjà à être menacée de l'intérieur par des invasions extérieures. Néanmoins, ce qu'il faut dire, c'est que les ancêtres des Hébreux, qui sont les Hyksos, qui sont venus en Égypte, ont bien évidemment été combattus. Ils ont été chassés par les Égyptiens sous, premièrement, Sekeneret'a, ensuite sous Kamosé, et enfin, ils ont définitivement été chassés par Ahmosis Ier en 1540 avant Jésus-Christ. Ahmosis Ier, c'était un roi d'Égypte qui était le fils de Sekeneret'a, qui était bien sûr l'un des pharaons qui a combattu contre les Hyksos. Et Ahmosis va régner sur la ville de Thèbes et va poursuivre la guerre contre les Hyksos jusqu'à ce qu'il va gagner cette guerre, bien sûr. Je vous mets une image plus haut, l'image à titre d'information pour appuyer ces éléments-là. Ces éléments nous ont été également relatés par Manéthon. Manéthon au sujet des Hyksos, bien sûr. Manéthon qui était un prêtre égyptien. Voilà, donc il y a des preuves scientifiques également qui attestent ce que je suis en train de citer et ce qui vient d'être développé comme argumentaire. Voici ce que Manéthon dit au sujet des Hyksos. De l'Orient, un peuple de race inconnue eut l'audace d'envahir notre pays et sans difficulté ni combat s'en empara de vive force. Ils saisirent les chefs, incendièrent sauvagement les villes, rasèrent les temples des dieux et traitèrent les habitants avec la dernière cruauté, égorgeant les uns, emmenant les autres comme esclaves, les enfants et les femmes. Suivez très bien ce que je suis en train de dire. Ça veut dire quoi? Pour faire une petite digression, dans l'histoire, on présente l'Égypte comme ayant pratiqué l'esclavage. Déjà, une fois, j'étais en salle de classe ici, parce que moi, j'étudie la littérature et la langue chinoise. Lorsque nous étudions la pédagogie, nous voyons le système éducatif égyptien. Et Notre-Dame, qui est bien sûr chinoise, nous a présenté une pyramide du système éducatif égyptien. Au-dessus, on a les pharaons, on a les scribes et tout le reste. Et en bas, il y a les esclaves. J'ai fait comprendre à la dame que, mais madame, ce n'est pas sérieux de mettre les esclaves. Elle me dit, nous savons tous que les Égyptiens ont pratiqué l'esclavage. Je lui ai donc sorti ces éléments-ci que je suis en train de vous sortir aujourd'hui pour montrer que l'esclavage qui était pratiqué en Égypte n'était pas fait par des Égyptiens, mais était fait par les Sémites, les Hyksos qui sont les ancêtres des Hébreux, les fondateurs de la religion d'aujourd'hui, qui vont venir en Égypte avec cet héritage barbare qu'ils ont dans leur peuple-là, venir en Basse-Égypte, perpétuer et organiser toutes ces pratiques contre nature qu'on voit. Donc, c'est déjà une grande rectification historique qu'il faut se mettre dans la tête. Les Égyptiens n'ont jamais pratiqué de l'esclavage. C'est un mensonge historique. Nous avons déjà là des preuves sur le plan historique et scientifique qui sont attestées, qui montrent déjà que à cette époque-là, il y a certains grands prêtres, certains scribes qui bien sûr, relater, quand tu es scribe, quand il y a une chose qui se passe, tu vas relater et aller dire. Donc ça, c'est un témoignage, ça, c'est un texte de Manéthon. Je rappelle bien que Manéthon est un prêtre égyptien du 3e siècle avant notre ère. Je répète, de l'Orient, un peuple de race inconnue eut l'audace d'envahir notre pays et sans difficulté ni combat, s'en empara de vive force. Ils saisirent les chefs, incendièrent sauvagement les villes, rasèrent les temples des dieux et traitèrent les habitants avec la dernière cruauté. Les habitants avec la dernière cruauté, bien sûr, égorgeant les uns, amenant les autres comme esclaves et tout le reste. Donc ce sont les Hébreux
les Sémites qui pratiquaient l'esclavage en Égypte. Ce ne sont pas les Égyptiens. Cela donc, à travers ces éléments, si pour faire cette digression-là, nous présente déjà le caractère impérialiste des Occidentaux, nous présente déjà le caractère impérialiste des autres, des étrangers à l'Afrique, qui à un certain moment de l'histoire vont changer la vérité historique pour raconter du n'importe quoi, pour leur cause. Et ça, sur le plan historico-anthropologique, ça fait partie de l'un des éléments qui cause ou bien qui commence déjà à causer la fragilisation des grandes civilisations égyptiennes, des grands empires égyptiens, des grandes civilisations africaines sur le plan historico-anthropologique. Alors pour continuer, nous allons donc analyser un autre élément. Moses va régner sur la ville de Thèbes et il va poursuivre la guerre contre les Hyksos jusqu'à ce qu'il va gagner cette guerre, bien sûr. Je vous mets une image plus haut, l'image d'un prêtre égyptien dans Moses Ier sur un char. Qu'est-ce que cette image vous rappelle? Regardez très bien, qu'est-ce que cette image vous rappelle? Cette image, c'est cette image qui est utilisée par les chrétiens pour dire voici comment les pharaons étaient en train d'esclavagiser, les Égyptiens étaient en train d'esclavagiser les Hébreux. Voici comment les pharaons étaient en train de chasser les Hébreux, de les réduire à l'esclavage et tout le reste. C'est également cette image-ci qui est utilisée lorsque les pharaons sont en train de poursuivre les Hébreux là. Et ensuite, on va nous dire comment Moïse va fendre l'eau en deux et après Pharaon va se noyer. Bref, toutes ces inventions historiques qui entraînent le déclin de l'Afrique sous le plan historico-anthropologique. Donc, on voit déjà que cette image-ci là, c'est l'image d'Amosis Ier qui est en train de chasser les Hébreux, les Hyksos. Et pour des raisons, les raisons que je vous ai énoncées au-dessus, on voit très bien que c'était légitime pour eux de chasser des étrangers. Des étrangers. L'histoire va donc nous raconter que les Égyptiens étaient en train de faire l'esclavage en Égypte. Ils étaient en train de chasser, quand les Hébreux sont arrivés en Égypte, ils les ont réduits en esclavage. Et tout ce mensonge-là, ces inventions des écrits bibliques-là, alors que les preuves scientifiques démontrent totalement le contraire. Alors, je viens de taper sur Google « Noyade des pharaons » et voici les images qui nous sont présentées. Observez très bien les images qui nous sont présentées. Où un peuple s'entend à travestir l'histoire et à présenter une fake news sur la scène internationale, sur la scène mondiale, en disant que les pharaons se sont noyés dans la mer tout simplement parce qu'ils étaient en train de poursuivre les Hébreux et tout. Donc voici donc l'image qui est présentée aujourd'hui par les religieux, tout simplement parce qu'ils veulent se présenter en tant que des victimes, alors qu'ils sont véritablement conscients des dérives qu'ils ont perpétuées en Afrique entière. Tous ces éléments que je suis en train de vous présenter sont faits également pour vous présenter encore une fois de plus le travestissement et la fragilisation historico-anthropologique de l'Égypte à cette époque-là. Nous voyons à partir de là que l'Égypte, l'Afrique, a été envahie. Et les invasions, le colonialisme, l'impérialisme ne commencent pas au XXe siècle, ne commencent pas au XVIIIe siècle, mais ça a commencé depuis des siècles avant notre ère. J'évolue. Maintenant donc, sur le plan culturel et scientifique, toujours dans la même lancée, nous avons eu l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Nous avons eu l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. La bibliothèque d'Alexandrie était sinon la plus grande bibliothèque de l'Antiquité. C'était une bibliothèque égyptienne qui était en Égypte, dans la ville d'Alexandrie. Une ville qui a bien sûr été surnommée par les Romains. La plus grande bibliothèque de l'Antiquité. Et plusieurs explications et plusieurs thèses scientifiques nous présentent les causes de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Je rappelle déjà que la bibliothèque d'Alexandrie contenait un grand et un riche patrimoine scientifique et culturel. Un riche patrimoine technique qui faisait l'objet de convoitises par les Romains et par les Occidentaux en particulier. Nous voyons encore là que sur le plan scientifique, sur le plan culturel, l'Afrique a beaucoup perdu. L'Afrique a perdu un de ses mémoires. Nous voyons encore là aujourd'hui que l'Afrique manque de repères historiques et scientifiques.
Parce qu'on ne va pas seulement être là à parler de culture, on ne va pas seulement être là à parler de sorcellerie, mais l'Afrique manque d'héritage scientifique. Un héritage scientifique qui a existé en Afrique. Un héritage scientifique qui a été perpétué par nos ancêtres. Un héritage scientifique qui a été donné par nos dévanciers. Un héritage scientifique qui a par la suite été volé par les Occidentaux. Nous voyons là que sur le plan scientifique, sur le plan culturel, l'Afrique commence une fois de plus à faire l'objet de convoitises. Et à partir de ce moment-là, nous avons encore cette même mise des Occidentaux. Nous avons les Romains, pour faire la petite histoire, je vais vous présenter les éléments. Nous avons les Romains qui arrivent, les Romains, les Grecs et tout, qui arrivent en Égypte suite à des guerres parce qu'ils sont venus conquérir l'Égypte. Et à partir de cette époque, c'est à partir de ce moment que l'Égypte tombe définitivement sous l'emprise des Romains, l'emprise des Grecs, des Romains. Par la suite, l'emprise des Arabes. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir l'Égypte qu'on connaît aujourd'hui, qui est l'Égypte blanche. Donc, nous observons à partir de cet élément, à partir de ces éléments-ci, que cet héritage scientifique et technique, parce que je le dis, la bibliothèque d'Alexandrie avait plus de 400 000 livres, des livres d'histoire, des livres de mathématiques, des livres d'astrologie, des livres de géologie, des livres de physique, des livres de médecine. Je vous dis, tout un héritage scientifique s'est envolé, a été calciné. Pourquoi? Tout simplement. Et c'est même pas tout d'ailleurs, ce qui a été volé, ce qui a été brûlé, il y a beaucoup qui a été dérobé. Hein. On a pris beaucoup de trucs à l'intérieur. Hein. Ils sont allés traduire les textes là-bas, les formules, les théorèmes de Pythagore, Thalès et tout le reste. Ce sont les Arabes qui vont même présenter ça là-bas aux Occidentaux. Et les Occidentaux traduisent, les Arabes présentent les traductions de leurs pères fondateurs. Parce qu'il faut dire que l'Occident, avant sa renaissance, n'est même pas conscient de l'héritage gréco-latin. Ce sont les Arabes qui vont présenter, remettre leur héritage aux Occidentaux. Et les Occidentaux vont dire que, hey, donc nous avions même un héritage aussi grandiose. Et à travers les magouilles de l'impérialisme, du mensonge historique, on observe donc qu'ils vont travestir l'histoire, ils vont blanchir l'histoire et présenter tout ce qui a été jusque-là comme traduction, attribuer ça à leurs ancêtres, en fait, des gréco-latins, comme étant les auteurs de ces livres-là. Donc, sur le plan historico-anthropologique, déjà, on voit un travestissement des valeurs. On a des gens qui sont aujourd'hui auteurs, qui sont aujourd'hui les pères fondateurs de la religion qu'on entend chrétienne, musulmane, hébraïque, les pères de la religion hébraïque, qui voient leurs ancêtres vouer un culte à Satan. Et aujourd'hui sont présentés comme étant les sauveurs de l'humanité, comme étant ceux qui ont donné la lumière sur le plan religieux à l'humanité. Nous discutons de cet élément-ci. Donc, c'est déjà un aspect, encore une fois de plus, qui montre que l'Afrique, alors, on observe donc quoi? On observe que toutes ces causes lointaines vont entraîner des conséquences immédiates dans l'Afrique actuelle. Parce que c'est ça le sujet. Le sujet, c'est analyser à quel point l'Afrique des grands empires a fait l'objet d'attaques. L'Afrique des grands empires a connu un déclin. Et c'est le déclin, à partir du déclin de l'Afrique des grands empires, que nous observons aujourd'hui encore un héritage profond, une plaie profonde du sous-développement. Donc, ce qui nous amène donc à dire sur le plan géopolitique et géoéconomique que l'Afrique actuelle est sous les mailles, sous le joug du néocolonialisme sur le plan monétaire. Sur le plan monétaire. Je ne veux même pas citer, je n'ai même pas cité, n'est-ce pas, je dirais le déclin de l'Afrique à cause de la colonisation que nous avons connue. La colonisation qu'on connaît comme étant la colonisation là. Où on a déporté 30 millions d'esclaves, où les Arabes ont déporté plus de 8 millions d'esclaves, ainsi de suite. On a tué des gens, organisé des razzias en Afrique, et tout le reste. Je ne parle même pas de ça. Je parle juste de l'Afrique des grands empires, venir à ce niveau-ci, pour montrer à quel point nous avons un manque de connaissances sur notre propre histoire. Nous sommes aujourd'hui sous l'emprise de la monnaie étrangère. Est-ce que vous saviez que la notion d'étalon monétaire a été inventée en Afrique? Quand vous disiez par exemple qu'un cori c'est un franc,
Est-ce que pour dire 1000 coris, est-ce que pour dire par exemple 10 000, on va prendre 10 000 coris? Non. On avait donc des variations. On avait la pièce d'argent, on avait la pièce d'or, on avait la pièce de monnaie en tout cas. La pièce d'argent, la pièce de bronze et la pièce d'or. On avait un système économique, un système financier, un système bancaire. Je vous dis un système bancaire établi. Il y avait des banques en Afrique où on gardait de l'argent, où il y avait de la comptabilité. Donc, vous voyez que nous avons donc ce manque de connaissances-là. Et aujourd'hui, sur le plan géoéconomique, nous avons ce problème-là. Également, sur plusieurs autres aspects, nous connaissons tous les aspects du sous-développement en Afrique aujourd'hui. Sur le plan politique, sur le plan géoéconomique et tout. Donc, je vais d'abord, à travers ces éléments, terminer dans cette première phase je vais terminer en disant que l'Afrique a connu un déclin profond depuis les grands empires. Et ça a été progressif, raison pour laquelle l'Afrique peine à se lever parce que la blessure est profonde, la plaie est profonde. Il est donc un devoir, vous, moi, nous, de se réarmer de connaissances historiques et scientifiques pour apporter une plus-value à notre continent. Salut à tous, c'était l'enseignant de Kama et j'espère que vous allez vous abonner, liker, partager. Je ne dis pas trop ça dans mes vidéos, mais abonnez-vous, likez, partagez. Ça va faire grandir la communauté.